Afin de pouvoir faire parler la migmatite de Gerbépal, vous allez être amené à lire des diagrammes de stabilité des minéraux. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc une roche, à la base, elle est caractérisée par les minéraux qui la composent. Cet assemblage est appelé paragénèse minérale. Aussi, chaque espèce minérale de votre roche est éventuellement amenée, si les conditions de pression et de température sont modifiées, à se transformer en d'autres minéraux. Donc là, par exemple, nous avons une roche qui est placée au départ dans des conditions de température et de pression, que l'on modifie. Donc au départ, elle possède les minéraux A et B, et ces minéraux vont se transformer. Donc là, entre autres, ce sont les minéraux B qui se sont transformés en troisième minéral C, et ainsi de suite. Et ceci peut se poursuivre jusqu'à ce qu'on atteigne un degré ultime qui s'appelle l'anatexie, qui correspond à une fusion partielle, c'est-à-dire que ces minéraux vont fondre et donner un liquide. Donc, on va pouvoir se servir de ces minéraux comme de marqueurs, des indicateurs de température et de pression dans lesquels sont passées des roches métamorphiques. Mais pour pouvoir faire cela, il faut d'abord connaître justement dans quel domaine de pression et de température on va trouver les minéraux. On appelle ça leur domaine de stabilité. Alors, ces domaines de stabilité, ils sont réalisés en laboratoire. En laboratoire, on va être capable de modifier les conditions de pression et de température, donc grâce à des outils très précis. Et du coup, dans toutes ces conditions de pression et de température reconstituées par rapport à ce qu'il existe sur Terre, on va pouvoir déterminer quels sont les minéraux présents. Et on va représenter ces données sous la forme d'un diagramme. Alors, ce diagramme, voilà à quoi il ressemble. On a un repère orthonorme, et donc avec la température d'une part et la pression d'autre part. Alors à cette pression est aussi relié un autre axe qui représente la profondeur. Et vous avez donc un certain nombre de noms de minéraux représentés ici avec des lignes. Donc ces lignes vont représenter les limites de la stabilité de ces minéraux. Alors ici, par exemple, vous avez le domaine de stabilité de la silimanite. Il va être délimité de la manière suivante, donc ici et ici. Donc la silimanite est présente dans la roche si on se trouve dans ces conditions de pression et de température. Un autre exemple, le grenat, dont le domaine de stabilité se trouve ici, donc on peut suivre les lignes qui sont tout autour pour déterminer à quel endroit, dans quelles conditions de pression et de température on va retrouver le grenat. Alors si je prends par exemple ces deux roches, ces deux minéraux, logiquement, ils ne sont jamais présents dans la même roche au même moment, puisqu'on voit que les conditions de pression et de température sont très différentes. Par contre, vous pouvez dans une roche retrouver en surface, retrouver ces deux minéraux, dans le sens où ils n'ont pas été formés au même moment. Si votre roche s'est retrouvée à très forte profondeur, en remontant, elle a pu se retrouver au niveau du domaine de la silimanite, ce qui a permis de faire apparaître la silimanite. Donc c'est quelque chose à garder en tête. Une autre information qui est présente sur ce diagramme, c'est une courbe qui est appelée anatexie. Donc ça va représenter les conditions de pression et de température à partir desquelles votre roche va rentrer en fusion, va commencer à fondre. Alors ça, ce sont des choses que vous avez abordées logiquement l'année dernière, sous la forme de ces diagrammes-là, où on va retrouver la température, la pression, et des lignes qui s'appellent le solidus et le liquidus. Alors on ne va s'intéresser qu'au solidus, c'est les conditions de pression de température à partir desquelles votre roche commence à fondre. Donc ici, vous voyez, vous avez votre roche bien compacte, solide. À partir de ce moment-là, elle commence à fondre, et donc ce qui est en rose, c'est le liquide. Et donc vous avez ici la ligne à partir de laquelle la roche fond. Alors, pour pouvoir savoir dans quelles conditions, à un endroit donné, la roche fond, il faut être en possession d'un dernier paramètre qu'on appelle le géotherme. Donc c'est cette petite ligne-là en pointillé. Et si vous regardez, ça correspond à l'évolution de la température en fonction de la pression, et donc de la profondeur. Et donc vous voyez qu'à cet endroit qui est une dorsale, cette ligne, si on commence à s'enfoncer, au bout d'un moment, elle va franchir le solidus. Donc ça correspond à peu près à la profondeur de 10 km et, compte tenu du contexte de la dorsale, à une température de 1200 degrés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce matériau, qui est de la péridotite, va commencer à fondre à partir de 10 km sous une dorsale. Et donc si on regarde ce géotherme, il va rester de l'autre côté du solidus jusqu'à ce point ici, donc jusqu'à peu près 125 km de profondeur,
ce qui à cet endroit-là représente une température de 1550 degrés. Donc cette lecture de graphique nous permet de dire que sous une dorsale, la péridotite va fondre entre 10 km et 125 km de profondeur. Si on reprend le géotherme sous une plaine abyssale, c'est-à-dire les grandes plaines qui sont sous l'océan, on peut constater que ce géotherme ne va jamais franchir le solidus, ce qui signifie que la péridotite, dans ces plaines abyssales, ne peut jamais fondre. Donc ainsi, grâce à la présence sur le diagramme du géotherme et également d'une ligne représentant le solidus, donc dans le cas d'une roche métamorphique, elle est notée anatexie, on peut savoir si les roches peuvent fondre et dans quelles conditions. Tout est dit, à vous maintenant de résoudre l'énigme pour me montrer que vous avez compris, avant de faire parler la migmatite. Bon courage!